Nickel. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? C'est bon. Je suis Lilian Davin, donc cofondateur et directeur général de Coda System. Et aujourd'hui, on m'a proposé de parler de la vision industrielle, qui est ma spécialité, donc de l'algorithme classique au réseau de neurones, l'évolution de la vision industrielle. Tout ça en 15 minutes, donc ça va être très condensé. Mais d'abord, un petit peu vous expliquer ce qu'on fait. Coda System, on est une société créée en 2021. On a créé ça au début à deux. On est deux ingénieurs en vision avec Paul-Rémy Collin. On est spécialisé dans le contrôle optique industriel, principalement le contrôle qualité automatisé, où on fait des solutions complètes sur mesure pour contrôler les pièces en production. On a aussi un organisme de formation sur les systèmes 4.0 et notamment la vision industrielle. Du contrôle process avec des caméras slow motion pour analyser ces machines. Et récemment, un portique de détection automatique des EPI que je vous encourage à aller voir à l'entrepôt connecté. On l'a sorti officiellement hier. Voilà. Et on a notre stand au 5T97. Vous voyez notre ballon là-bas, si vous voulez aller nous parler plus en détail. Aujourd'hui, Coda, on a fait plus de 350 projets en Europe et dans le monde, dans pas mal de secteurs industriels. Et on continue de se développer donc, dans toujours l'optique industrielle. Alors, qu'est-ce que la vision industrielle ? La vision industrielle, aujourd'hui, c'est un ensemble de technologies qui permettent d'inspecter des pièces en production. Donc l'idée, c'est d'augmenter évidemment l'efficacité, les rendements, la productivité dans les usines pour gagner en qualité et surtout avoir un système juste et répétable. Les applications types, ça va être la traçabilité, lecture de code 1D, code 2D, lecture de caractères, la mesure dimensionnelle qu'on peut faire aussi avec une caméra, contrôle d'aspect, qui est notre spécialité, où on va faire du contrôle de tâches, de rayures, de chocs sur une pièce. L'aide au process, où on va coupler un opérateur et une caméra pour travailler en binôme. La robotique guidée par vision pour donner des yeux à un robot. Et le contrôle d'assemblage. Alors un petit peu d'histoire de la vision industrielle. Ça n'a pas été inventé il y a 2 ans, la vision industrielle. On parle des années 70, avec l'invention du capteur CCD, les premiers algorithmes de traitement d'image, avec des caméras analogiques évidemment. Premier système de vision et la naissance des premières sociétés de vision des années 80, avec l'américain Cognex et notamment aussi le japonais Keyence, et même Wenglor qui est derrière vous, qui a été créé dans les années 80 que je n'ai pas cité. Années 90, l'arrivée des caméras couleur, l'apparition des cartes d'acquisition PC. Année 2000, l'ère du numérique avec surtout les standards de communication industrielle que vous connaissez aujourd'hui, Ethernet IP, Profinet, qui ont permis vraiment la professionnalisation du secteur. Et c'est surtout en 2010 qu'il y a eu une vraie explosion de la vision industrielle, avec en fait principalement l'apparition des solutions no-code ou low-code, c'est-à-dire plus faciles à utiliser, plus démocratisées. Et donc on a généralisé, on a vu du contrôle qualité par caméra partout dans les usines en Europe. Et ensuite, en 2020, récemment, l'IA, le deep learning, l'IoT, vous connaissez tout ça. On ne parle que de ça aujourd'hui. Les bases de la vision industrielle, rapidement, on fait l'acquisition d'une image avec un capteur de pixels, un système d'éclairage pour tout ça prendre une photo d'une pièce. On envoie cette image à un système de traitement qui peut être un PC ou un contrôleur. Et ensuite, on va envoyer un retour d'affichage et de résultats, OK, pas OK, ou de la data. Si je rentre dans le détail de l'acquisition, une image, c'est des pixels, donc des capteurs photosensibles qui reçoivent de la lumière et qui transforment un signal électrique. 0 tout noir, 255 tout blanc, et tous les niveaux de gris entre les deux. Une image, c'est un tableau de valeurs entre 0 et 255, tout simplement. Et ensuite, donc là, nous on contrôle rarement des avions au décollage comme ça, on va contrôler des vraies pièces industrielles, typiquement des boîtes métalliques pour la cosmétique et l'agroalimentaire, on veut détecter ce genre de défaut. Donc cette image, c'est un tableau de valeurs et on veut détecter ce défaut. Et si je vous fais l'historique, les premiers algorithmes qui sont sortis pour détecter ces défauts, c'est des algorithmes simples de binarisation. On met un seuil fixe, 128 par exemple, tout ce qui est en dessous de 128, on va le passer tout noir, tout ce qui est au-dessus de 128, on va le passer tout blanc. On obtient ce genre d'image. Ça, c'est la base. Dans les années 80, on le faisait déjà. Et on va regrouper ça par agrégat de pixels, les pixels noirs ensemble, les pixels blancs ensemble, et ça s'appelle un blob. Et ce qui est intéressant, c'est que ces algorithmes-là, ils partent de seuils physiques, palpables, taille de défaut, niveau de gris. Et on va pouvoir seuiller ça en disant, au-dessus d'un taille de défaut, on enlève les pièces mauvaises.
Aujourd'hui, c'est encore utilisé aujourd'hui, hein, le blob, mais aujourd'hui c'est fragile. Vous voyez, quand il y a des reflets, des arrière-plans complexes, ça peut être perturbé, et également aussi avec les variations d'éclairage. Et on le doit à Azriel Rosenfeld, qu'on remercie, en 1972. Ensuite, on s'est dit, on a des problématiques de variation d'éclairage et d'arrière-plan complexe, donc on va faire ça par contraste, c'est-à-dire de variation de niveau de gris. On ne va pas regarder la différence de niveau de gris, on va regarder en fait localement les passages violents de niveau de gris. Typiquement, vous voyez là, si je trace une courbe du niveau de gris, en fait je ne peux pas mettre de seuil fixe, je ne peux pas mettre de droite horizontale là, qui coupe, qui permet de seuiller. Et donc on va faire un principe de dérivation, bref, on ne va pas entrer dans le détail, mais en tout cas ça permet de voir les contours du défaut et non plus le défaut. Et ça permet aujourd'hui de s'affranchir de la plupart des variations de l'éclairage ambiant et des arrière-plans complexes. C'est très puissant, c'est très utilisé aujourd'hui. Alors il y a des petites spécificités, chaque société, Cognex, Keyence, ils ont leurs petits détails, petites options dans les algorithmes de contraste. Mais aujourd'hui ça fonctionne très très bien et surtout c'est basé sur des règles. On va mettre des seuils, taille de défaut, contraste. Et on les doit à Laurence Roberts et Irwin Sobel, entre autres. Donc si je fais le bilan des algorithmes classiques, je vous en ai montré deux, il y en a des centaines, on ne va pas en parler de tout ça aujourd'hui. On les appelle les algorithmes déterministes ou rule-based. C'est un petit peu la vieille école, c'est avant l'IA tout ça. Leur force, elle repose sur des règles physiques. Ça c'est très très important de le comprendre. C'est-à-dire qu'on va détecter les défauts par taille, par couleur, par niveau de gris. Leur faiblesse, il faut parfois une expertise pour les assembler, pour les combiner. Et des fois, tout simplement, ça ne marche pas avec ces algorithmes. Donc est arrivé le deep learning. Le deep learning, alors vous le connaissez surtout avec la génération d'images. Vous mettez des prompts, des saumons remontant la rivière, et vous avez des fois des images un peu étonnantes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça dont je vais parler, c'est de la reconnaissance d'images. Et c'est très important sur l'IA, il faut parler, j'ai entendu parler d'IA tout à l'heure. Moi, c'est vraiment spécifique aux reconnaissances d'images. Mais l'IA, aujourd'hui, ce n'est pas une idéologie. Il y a un buzz évidemment aujourd'hui, mais ce n'est pas magique, ça a un fonctionnement propre. Et surtout, c'est un outil. Il faut bien le comprendre, c'est un outil parmi d'autres. C'est un outil comme l'est le couteau, le navigateur Internet ou la yaourtière. Et comme ces outils-là, ils possèdent des avantages et des inconvénients qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre. Et surtout, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Aujourd'hui, j'entends parfois dire « êtes-vous pour ou contre l'IA ?» Et en fait, ça a autant de sens que de dire « êtes-vous pour ou contre les couteaux ?» Vous voyez, vous serez bien embêté à mon avis. Parce qu'il y a des cas où c'est plus ou moins intéressant. Donc le deep learning en vision industrielle, il y a deux grandes catégories. Il y a le supervisé et le non supervisé. Le supervisé, on va en fait on a une banque d'images avec des défauts et on va étiqueter à la main en disant ça c'est un défaut, ça c'est une pièce mauvaise, une pièce bonne. Et ensuite le modèle va apprendre à reproduire ses décisions et sur des nouvelles images qu'il n'a jamais vues. Le non supervisé, en fait on ne lui apprend rien, c'est lui qui va tout simplement trouver son modèle. Typiquement pour les défauts, on va dire cette image est mauvaise, mais c'est lui qui va essayer de trouver le défaut dans cette image. On ne va pas lui dire où est le défaut. Et c'est pas mal parce que ça permet des fois de découvrir des anomalies inédites qu'on n'aurait pas vues avant. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, dans la vision industrielle, on utilise énormément le supervisé, donc je vais me concentrer sur le supervisé. Le deep learning, je ne vais pas aller dans le détail, mais il y a une analogie que j'aime bien pour expliquer le réseau de neurones convolutif, c'est le jeu du fakir. Vous connaissez sûrement ce jeu, la planche à clous. Vous mettez une bille qui tombe à travers des clous dans des boîtes. En fait, aujourd'hui, le deep learning, on peut le voir comme ça. C'est-à-dire que vous avez par exemple des images d'animaux et le système doit trouver quel animal il s'agit. Donc là, vous avez un dromadaire, une bosse, un dromadaire, et donc il faut que tous les dromadaires tombent dans les dromadaires. Donc ça, c'est les images d'apprentissage. On va mettre une quantité importante d'images d'animaux. Ces images, elles vont tomber dans la planche à clous pour aller descendre dans une classification. Au début, tous les dromadaires, ils vont aller tomber n'importe où. Ils vont tomber dans les otaries, les pingouins. Et après, on va bouger les clous, comme on pourrait bouger les coefficients de réseau de neurones, de telle sorte à ce que tous les dromadaires tombent dans les dromadaires. Et là, déjà, vous voyez déjà un problème avec l'IA. C'est que, en fait, il y a un problème d'explicabilité du résultat.
Si vous demandez au système pourquoi on est tombé dans les dromadaires, il ne va pas vous dire parce qu'il a 4 pattes, une bosse et qu'il est un peu brun. Il va vous dire, c'est tombé dans les dromadaires parce que les clous sont disposés de telle sorte que ça soit toujours le cas. Ça, c'est très important. Et là, on a du coup une séparation entre les seuils physiques et palpables qu'on avait dans les algorithmes classiques et un système IA qui, en fait, se base juste sur un apprentissage, une base de données d'images et ces coefficients qui n'ont pas de seuil physique. Donc, dans notre cas de la vision industrielle, ça peut évidemment détecter les défauts avec un excellent taux de réussite. C'est très puissant, hein, évidemment. Mais on a 4 points sur lesquels il faut être vigilant. Il faut déjà une grande quantité d'images en entrée. Donc il y a une longue phase d'apprentissage à prévoir et c'est important de prévoir dès le début du projet. On l'a vu, il y a un problème parfois d'explicabilité. Ça ne repose pas sur des règles, mais sur des ajustements de coefficients invisibles. Donc derrière, on a l'explicabilité qui parfois, dans le contrôle qualité, les techniciens, les ingénieurs qualité, parfois, ils veulent que le résultat soit explicable parce qu'ils ont un cahier des charges avec des seuils fixes et palpables. Donc là, faire attention. On a un procédé gourmand en énergie, vous le savez, et même si on essaye de l'améliorer. Et les résultats sont difficilement prévisibles. On a ce qu'on appelle parfois des hallucinations de l'IA, comme les saumons que vous avez vus tout à l'heure. Et bien en fait, ça peut parfois faire passer des énormes défauts qui sont pas forcément qui sont plus gros en termes de taille, mais que s'ils n'ont rien à voir avec ce qui a été appris pendant l'apprentissage, ça va derrière poser un problème. Donc les tendances, je vais aller vite, les tendances 2026, on a le transfer learning qui permet en fait de faire un modèle pré-entraîné et d'entraîner du fine-tuning sur place, comme sur la lecture de caractères. Pour l'explicabilité, aujourd'hui on est à la stade de la recherche, mais il y a des gens qui travaillent sur du sondage du réseau de neurones pour aller voir quel neurone peut influer tel paramètre. Le edge learning qui permet de faire de l'apprentissage en local pour ne pas avoir de trop de gourmand d'énergie et de quantité de calcul. Ici, très intéressant à mon avis pour le futur, c'est le duo entre l'algorithme rule-based et l'IA. C'est les plaques de faux plafond que vous voyez là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord utiliser le rule-based pour être sûr de ne rien laisser passer en termes de taille de défaut et de contraste. Et ensuite, l'IA, on l'applique ensuite sur une deuxième couche pour classifier. Et typiquement, là, on peut se dire, l'impureté ici, l'impureté, elle a été apprise, mais ce n'est pas un problème pour le client. Par contre, l'humidité, c'est une trace d'humidité ici, ça, c'est problématique, c'est assez éjecté. Donc là, on a quelque chose de très intéressant pour le futur. Et surtout, l'esthétique aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelques mois, il y a une cliente qui me dit, là, esthétiquement, ça passe, le défaut qu'il y a là. Esthétiquement, ça passe. Moi, j'ai du mal à apprendre l'esthétique à un algorithme. Et donc, quand c'est esthétique, l'IA est très, très, très forte. Parce qu'on va dupliquer une connaissance humaine et non pas des seuils physiques de taille de défaut via un dataset, donc une banque d'images. Donc là, oui, c'est problématique avec de l'algorithme et on met donc de l'IA. Et à l'inverse, quand c'est impossible de trouver des règles physiques objectives, vraiment l'IA, c'est une bonne idée. Et inversement, si vous avez des règles physiques et de la sécurité derrière, attention à l'IA. J'ai des clients dans le nucléaire et les soudures nucléaires, ils m'ont dit on veut mettre de l'IA, j'ai dit non, c'est pas une bonne idée. Et pour finir, pour conclure, 4 points. Ce qui est important, c'est de cadrer son besoin en fait, de contrôle qualité. Le contrôle qualité, c'est pas de l'IA ou pas de l'IA, c'est une défothèque, un cahier des charges. C'est la base de tout projet. Il faut connaître le fonctionnement des outils. Là, je vous ai fait ça en condensé, mais il y a des formations, on en donne, mais il y a plein de gens qui en donnent et c'est toujours intéressant de savoir comment fonctionnent nos systèmes. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas avoir d'illusions et pas avoir du vent parfois et des écrans de fumée. Il faut en général prendre ce qui fonctionne réellement. Et des fois, c'est les algorithmes des années 80 et c'est OK, c'est pas grave. Si ça marche, si c'est ce qui marche le mieux, c'est très bien. Et des fois, c'est de l'IA et tant mieux, c'est de l'innovation. Mais surtout, si c'est de l'IA, il faut avoir la même exigence sur le résultat qu'on l'a aujourd'hui avec les algorithmes classiques. Et enfin, pour finir, il faut avoir une vue globale d'un projet de vision. L'IA, l'algorithme, c'est une partie, mais il y a l'optique, il y a le process, la métrologie, l'environnement. Et donc, il faut aussi faire appel à des experts en vision industrielle et pas les experts en IA. C'est comme si vous vouliez refaire votre baignoire chez vous, faites appel à un plombier et pas à un expert de la clé à molette. Vous voyez ?
C'est un outil parmi un ensemble. Voilà, et juste pour terminer, c'est un vrai projet qu'on a fait chez Coda, du contrôle de couvercle. Donc là, pour le coup, on n'a pas utilisé d'IA parce que pour le client, c'était important d'avoir un seuil physique. Il avait une taille de défaut minimum. Et donc, on a un système qui détecte et qui éjecte les pièces mauvaises. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Lilian d'Avant. On vous écouterait pendant des heures, je pense, sur tous ces cas d'usage. C'est vraiment passionnant. En tout cas, voilà, je suis désolé, on n'aura pas le temps pour